Au fil de l'évolution des technologies, de nouveaux types de ressources numériques destinées à l'apprentissage ont été mis au point. Les environnements d'apprentissage assistés par ordinateur, les outils de e-learning traditionnels comme les quiz, les animations multimédia, les plateformes de LMS qui intègrent des services de travail collaboratifs comme les chats, les wikis, les forums, etc., les simulateurs, les serious games, et j'en passe, sont quelques exemples de cette évolution. Alors la diversité de l'offre documentaire proposée par les bibliothèques universitaires illustre également cette évolution, par exemple les catalogues numériques, les livres numériques ou les revues en ligne, etc. Des enquêtes suggèrent aujourd'hui que plus de 90% des adolescents dans le monde utilisent les réseaux sociaux et qu'environ 75% ont au moins un profil actif sur Facebook ou bien Instagram dès l'âge de 17 ans, ou bien même avant. L'accès aux réseaux sociaux est grandement facilité par le fait que plus de 2 tiers des adolescents ont leur propre appareil mobile avec des capacités Internet, un changement substantiel d'ailleurs par rapport aux générations précédentes. Il faut donc proposer des ressources qui correspondent à ce mode de vie, c'est-à-dire des ressources accessibles en ligne de n'importe où, n'importe quel moment. De plus, pour la très grande majorité de ces adolescents, les réseaux sociaux font partie de leur vie. Les outils de formation doivent donc prendre en compte cette forme d'apprentissage au travers des réseaux sociaux qu'on appelle aussi le social learning. L'objectif visé est bien sûr d'augmenter la qualité de la formation, mais aussi de séduire les étudiants par des formations attractives. Enfin, il ne faut pas oublier l'importance de l'exposition de ressources pédagogiques riches sur les sites institutionnels pour valoriser par exemple l'image de marque d'un établissement donné. Alors, un panorama de quelques ressources numériques pédagogiques. Alors, sur le plan pédagogique, une ressource numérique, d'abord, c'est un ensemble de documents numériques destinés soit au confort de l'utilisateur, exemple, cours oral enregistré sur vidéo, polycopié, téléchargeable, etc. Ensuite, à l'enseignement, par exemple, un cours en ligne scénarisé, médiatisé, ou bien à l'apprentissage, l'interactivité, les animations explicatives, les activités pratiques proposées, les études de cas, les QCM, les simulateurs, les serious games, etc. Alors, les ressources numériques de formation actuellement proposées dans le monde universitaire sont, et scolaires d'ailleurs, sont très variées et on peut tenter une esquisse de typologie. Tout d'abord, les ressources de confort. Ce sont les plus adaptées au présentiel enrichi qu'à la formation à distance, même si ces ressources sont proposées quelquefois à des apprenants distants. Elles peuvent consister soit en enregistrement vidéo d'un cours oral lors d'une séance présentielle. Suivant le cas, on peut y voir, entendre l'enseignant, ce qu'il montre avec un vidéoprojecteur ou ce qu'il écrit au tableau. La durée de l'enregistrement pose problème pour la diffusion car le fichier audio résulte donne ou bien entraîne un volume important et on doit alors recourir à un serveur de streaming comme YouTube ou d'autres. Bien sûr, la qualité de l'enregistrement joue un rôle important, non négligeable, bien que des dispositifs d'enregistrement automatique existent, mais il faudrait toujours l'appui d'un technicien audiovisuel dans ce cas. Il y a ensuite les polycopiés numérisés, proposés en ligne pour être généralement imprimés. Il a nécessité généralement une rédaction attentive de la part de l'auteur, notamment dans la structuration logique. Il est usuellement présenté en format PDF téléchargeable, mais peut aussi exister sous d'autres formats web comme HTML pour une lecture à l'écran agréable. Les diapositives de présentation utilisées dans le cadre d'un cours présentiel présentés de manière brute, sans la sonorisation qui devrait les accompagner. Alors ces supports sont de peu d'utilité en formation à distance du fait de leur caractère souvent statique et surtout incomplet, parce que le composant sonore fait au moins partie de 50% du cours. Vous avez également les diapositives de présentation utilisées dans le cadre d'un cours présentiel, présentées
de manière brute, sans la sonorisation qui devrait l'accompagner. Alors ces supports sont de peu d'utilité, comme je viens de dire, dans une formation à distance. Il y a ensuite les ressources d'enseignement. Alors d'une manière générale, elles remplacent le cours magistral qui, dans le cas de la distance, adapté à une utilisation par des apprenants isolés. Le contenu est découpé en séquences thématiques courtes et chaque séquence fait l'objet d'une scénarisation pédagogique. Son but essentiellement est donc la transmission de connaissances. Alors dans cette catégorie, on trouvera deux formes principales. Tout d'abord des montages vidéo spécialement réalisés pour une utilisation en ligne. Une méthode souvent employée consiste à partir d'animations effectuées avec un logiciel de présentation comme PowerPoint ou bien Impress ou bien Prezi, etc. et enregistrées en vidéo avec un commentaire sonore. On trouvera généralement ce type de ressources dans de nombreux MOOC. Alors les outils sont aujourd'hui suffisamment simples d'emploi pour être utilisés directement par les enseignants après une courte formation. Il y a aussi les contenus en HTML également structurés, scénarisés, faisant usage de liens de navigation et des techniques d'interactivité qui permettent d'enrichir une présentation de base. Les technologies employées, HTML, CSS, JavaScript, ne sont pas souvent maîtrisées par les enseignants et l'aide des techniciens multimédia est souvent nécessaire. Toutefois, il existe quand même quelques outils à portée des enseignants, comme les chaînes éditoriales, comme Scénario Opal, que vous avez abordé ou que vous allez aborder durant cet atelier, qui sont quand même des outils assez agréables. Alors bien qu'en s'appuyant sur les technologies multimédia, ces ressources nécessitent surtout de la part des enseignants une recherche pédagogique coûteuse en temps de travail. La structuration, la scénarisation font toute la différence avec les contenus de confort évoqués tout à l'heure. La qualité pédagogique du contenu primordial en formation à distance repose sur la scénarisation du cours et des activités correspondantes, c'est-à-dire sur la définition d'un scénario pédagogique adapté à une part importante d'auto-formation. Il y a aussi les ressources d'apprentissage. Alors, comme disait Albert Einstein il y a longtemps, la connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Alors ici, le mot compétence n'était pas encore d'actualité à l'époque d'Einstein, sinon il est sûr qu'il l'aurait utilisé. Alors les ressources d'apprentissage doivent permettre d'acquérir les savoir-faire et les savoir-être. Alors elles remplacent d'une certaine façon les TD et les TP des formations présentielles. Elles doivent impérativement accompagner les ressources d'enseignement dont elles sont les compléments indispensables pour passer de la théorie à la pratique. Une formation doit être découpée en séquences car on n'apprend pas à distance en continu, mais par morceaux, donc ce qu'on appelle des séquences ou des grains pédagogiques. Une séquence doit comporter une partie enseignement et une partie apprentissage, donc cette dernière met en pratique la première. Les ressources d'apprentissage, ensuite, alors il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite autre que technique pour imaginer les activités. Citons quelques exemples à moduler suivant les disciplines. Les QCM, questionnaires à choix multiples, qui sont très ou peut-être trop répandus aujourd'hui. Ils permettent certes une auto-évaluation simple de connaissances, mais n'abordent pas évidemment le savoir-faire et le savoir-être. Les séries d'exercices proposés avec solutions commentées sont déjà plus dans l'esprit de l'apprentissage. Il est important donc d'en proposer suffisamment pour couvrir les différents aspects d'un enseignement. Il y a aussi les études de cas qui sont des sujets de réflexion sur des problèmes à résoudre dans des situations données. Elles peuvent être proposées pour une résolution individuelle ou pour une résolution par un petit groupe d'étudiants. Les simulateurs et les jeux sérieux, ce sont des composants d'apprentissage jugés performants, mais nécessitant une ingénierie pédagogique et technique très importante. Nous reviendrons plus loin dans cette catégorie de ressources d'apprentissage. Alors il y a un aspect important qui sont les jeux sérieux, ou ce qu'on appelle les serious games. Que sont les jeux sérieux? En fait, ce sont des jeux qui ont un autre but que le divertissement. On connaît tous que les jeux, c'est surtout pour le divertissement.
ils sont utilisés pour promouvoir l'apprentissage et le changement de comportement. Les jeux sérieux sont utilisés dans divers domaines tels que l'éducation, la santé, le marketing et d'autres entreprises et industries. Donc le pouvoir des jeux sérieux est qu'ils sont divertissants, attrayants et immersifs. Ces jeux combinent des stratégies d'apprentissage, des connaissances et des structures et des éléments de jeu pour enseigner des compétences, des connaissances, des attitudes spécifiques. Ils sont donc conçus pour résoudre des problèmes dans plusieurs domaines et impliquent beaucoup de défis, beaucoup de récompenses en utilisant les composants de divertissement et d'engagement fournis lorsque l'utilisateur joue à l'un de ces jeux. Alors, est-ce qu'on peut les utiliser? Comme je viens de dire, ils sont utilisés dans des domaines différents car ils peuvent être appliqués à un large éventail de problèmes et de défis. Quelques domaines dans lesquels nous voyons plus les jeux sérieux que dans d'autres domaines sont par exemple l'éducation. Les jeux sont utilisés pour enseigner des matières spécifiques à travers des exercices gamifiés et des simulations. De cette façon, les élèves peuvent apprendre, par exemple, les mathématiques ou apprendre une nouvelle langue, par exemple. C'est l'une des applications les plus connues des jeux sérieux, également appelés des jeux éducatifs. On les emploie également dans le domaine de la santé, c'est-à-dire que les jeux sont également utilisés en rééducation, en traduisant des exercices en action dans le jeu. Une autre utilisation dans les soins de santé est de former des procédures, par exemple médicales, dans un environnement simulé. On les utilise également dans ce qu'on appelle des projets de durabilité, pour inciter les gens à s'engager dans des projets de durabilité ou bien pour changer leur comportement. Et enfin, dans le domaine de la formation conseil, de plus en plus d'agences, par exemple, de conseil utilisent des jeux sérieux pour expliquer et former le travail d'équipe et les dynamiques sociales et logistiques au sein des entreprises. Alors, quels sont les avantages de ces jeux, Ils ont beaucoup d'avantages. Alors, ils donnent un nouvel outil pour transformer ou pour transférer des informations et des connaissances, et c'est un outil efficace pour les raisons suivantes. Tout d'abord, engagement et immersion accrue en raison de la façon dont les jeux sont conçus. Ils motivent toujours le joueur à continuer à jouer en utilisant des récompenses, la progression de l'histoire ou d'autres systèmes de rétroaction. Ajoutez à cela un bel environnement, généralement pour une immersion totale dans le jeu. C'est aussi un espace sûr pour expérimenter dans le monde réel. Vos actions ont des conséquences. Parfois, cela peut entraîner des dommages matériels ou blesser des sentiments. Bien sûr, les jeux créent un environnement virtuel sûr où les joueurs peuvent expérimenter jusqu'au bout sans avoir à se soucier des dégâts. Il faut noter aussi les émotions positives qui améliorent l'apprentissage parce que c'est amusant. Alors, les études ont montré que les élèves qui utilisent les jeux pour apprendre éprouvent des émotions beaucoup plus positives. Cela conduit à une expérience d'apprentissage améliorée par rapport aux méthodes d'apprentissage traditionnelles ou bien par rapport aux vidéos que nous connaissons. Comment fonctionnent donc les jeux sérieux? Alors pourquoi les gens sont-ils plus engagés lorsqu'ils jouent à un jeu? Et comment cela améliore-t-il l'apprentissage? Voici 4 éléments de base que vous pouvez trouver dans la plupart des jeux. Ces éléments contribuent à la fois à la valeur de divertissement et à l'efficacité de son objectif de jeu sérieux. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'interactivité, ce qu'on appelle en anglais le gameplay. Il est au cœur de tous les jeux. Cela peut être décrit comme des décisions ou des actions qu'un joueur peut prendre pour surmonter les défis. Par exemple, dans le jeu Mario que tout le monde connaît, le joueur doit apprendre à contrôler le plombier Mario pour sauter par-dessus des tortues et des trous pour atteindre à la fin un niveau. Alors l'élément interactif des jeux est ce qui les rend amusants. Contrairement aux livres, aux films ou d'autres expériences d'apprentissage à sens unique, dans les jeux, le joueur peut interagir avec le sujet. Cela lui permet d'expérimenter, de jouer avec des différents résultats et de leur action. C'est la nature même de la façon dont les humains apprennent. Les jeux permettent aux joueurs d'expérimenter des situations de la vie réelle sans les dangers, les conséquences ou les dommages matériels
qui peuvent exister dans la vie réelle. Il y a ensuite la progression, ce qu'on appelle la progression et feedback. Par exemple, les défis et les récompenses. C'est un aspect important de l'apprentissage et que le défi posé correspond au niveau de compétence actuelle de l'élève. Si un élève de 8 ans doit apprendre des mathématiques avancées, il n'aura pas les connaissances requises pour le faire et perdra très rapidement sa motivation. Les jeux utilisent de nombreux systèmes de progression différents pour pouvoir engager et fidéliser les joueurs de tous les niveaux. Alors, dans ce sens, la plupart des jeux ont un paramètre de difficulté, par exemple, difficulté 1, 2, 3, etc. Alors, certains jeux même adaptent automatiquement la difficulté aux joueurs avec l'intelligence artificielle qui commence à prendre place de plus en plus aujourd'hui. Alors, en plus de faire correspondre le défi avec le niveau de compétence, les jeux sont également très enrichissants. Lorsqu'un joueur relève un certain défi, cela déclenche une libération d'endorphines qui permet aux joueurs de sentir ou de se sentir mieux dans sa peau. Ainsi, les joueurs voudront continuer à jouer pour garder les endorphines en circulation, bien sûr. Par exemple, avez-vous déjà eu une ruée vers l'endorphine en apprenant par exemple le théorème de Pythagore? Nous avons également ce qu'on appelle l'aspect social, le multijoueur. L'apprentissage en groupe également est plus efficace que l'apprentissage seul. Les jeux multijoueurs sont des jeux auxquels vous jouez avec d'autres personnes en ligne ou sur le canapé les uns à côté des autres. Bien sûr, être capable de jouer ou de rivaliser avec d'autres joueurs est l'une des motivations des gens à jouer et à continuer à jouer à ces jeux. L'interaction crée des situations imprévisibles qui, à leur tour, peuvent créer des défis intéressants ou des situations amusantes. Être capable de rivaliser ou de coopérer avec d'autres joueurs améliore à la fois l'apprentissage et l'engagement. Enfin, on arrive au concept de la gamification. Qu'est-ce que la gamification? Gamification, ce qu'on traduit en français par ludification. Alors, la gamification est la méthode d'enrichissement du contenu éducatif, du marketing ou de processus commerciaux avec des mécanismes de jeu. Ces mécanismes de jeu servent à motiver les utilisateurs ou à enrichir leurs expériences. La gamification utilise également des techniques de conception de jeu pour l'engagement des joueurs et l'applique à d'autres domaines que les jeux vidéo ou bien mobiles. Lorsque ces mécanismes de jeu sont correctement appliqués, la gamification prend un aspect de vie assez important, même de vie personnelle ou professionnelle, et en fait, par exemple, un jeu. Alors, comment fonctionne la gamification? La gamification fonctionne parce qu'elle déclenche des émotions humaines liées à une expérience utilisateur positive. Il existe bien sûr plusieurs mécanismes différents dans la gamification qui peuvent être utilisés en combinaison pour développer un comportement spécifique. Ces mécanismes de jeu constituent la base de chaque solution de gamification. Les mécanismes de jeu typiques incluent les points, les badges, les classements. Enfin, si vous avez déjà rencontré, je suis sûr, vous avez rencontré ce genre de situation. Alors, comment fonctionne la gamification? Il y a plusieurs méthodes. Il y a d'abord les points, c'est-à-dire les points sont généralement récompensés pour avoir réussi une tâche ou une activité. Ces points peuvent être utilisés pour visualiser la progression d'un joueur. La fonction principale des points est de fournir une rétroaction. Un joueur peut évaluer sa performance en fonction du nombre de points reçus pour une action ou une performance donnée. Il y a également le système des badges qu'on utilise également dans les MOOC en remplissant toutes les conditions requises pour une réalisation spécifique. Le joueur est récompensé par un badge visuel ou bien iconique. Les badges ont deux fonctions principales. Premièrement, agir comme un objectif, quelque chose vers lequel un joueur peut travailler. Ensuite, après avoir atteint cet objectif et obtenu le badge correspondant, il sert de symbole de statut virtuel et de représentation visuelle de la maîtrise. Il y a aussi ce qu'on appelle les classements
Rating, les classements classent les joueurs en fonction de leur performance. Ils sont une représentation visuelle de la détermination des meilleurs résultats. Cet élément est un motivateur efficace pour surpasser et ainsi surpasser surtout les concurrents. Il fournit ce qu'on appelle un statut virtuel également. Alors quelques exemples, il y en a beaucoup. Je vous donne l'exemple de l'escalier piano. C'est une expérience célèbre à Stockholm où on a transformé une rampe d'escalier en un piano géant. C'est-à-dire lorsque vous montez sur les touches du piano, une sonorité correspondante est jouée. Cela a motivé les gens à préférer utiliser les escaliers au lieu de l'escalator et à stimuler bien sûr l'esprit d'exercice et d'activité physique chez eux. Cela fonctionne car il est plus amusant de créer de la musique en marchant dans des escaliers et ça a également mis plus de musiciens au défi d'essayer de composer un air ou de la musique. Un autre exemple est le site LinkedIn que vous connaissez, que tous les chercheurs connaissent. Avez-vous par exemple remarqué que l'ennui d'avoir un profil complet de moins de 100%, lorsqu'on vous affiche votre profil est complet à 30%, 40%. Alors LinkedIn utilise avec succès les barres de progrès et les récompenses pour inciter les utilisateurs à compléter les informations de leur profil, bien sûr à des fins de marketing bien entendu. Ceci est un bel exemple de la façon dont les mécanismes de jeu peuvent également être appliqués à de petites parties de votre contenu ou de votre processus. Alors comment mettre en œuvre et utiliser efficacement la gamification ? La gamification est principalement utilisée pour enrichir un processus ou une activité. Ainsi, les défis de motivation ou les actions répétitives qui sont sujettes à l'erreur humaine sont particulièrement adaptées à la gamification. Donc, les activités d'apprentissage ou de formation peuvent également être rehaussées par des éléments amusants et compétitifs. N'oubliez jamais cela. Et enfin, l'amélioration de l'engagement des utilisateurs ou la fidélisation des clients, des élèves, sont également des domaines bien adaptés aux solutions gamifiées. En associant soigneusement votre défi aux forces des éléments de conception de jeu spécifiques, une solution de gamification bien conçue peut être ainsi développée. Donc, ce qui nous amène à parler du concept de la ludification de l'apprentissage. Donc, cette gamification ou ludification, appelons-la comme on veut, de l'apprentissage consiste à intégrer des mécanismes de jeu dans le processus d'apprentissage. Par exemple, meilleur score, niveau, succès, feedback immédiat, progression temporaire, sont certains exemples de ce procédé. Ces éléments sont ce qui font d'un jeu un jeu et, si correctement mis en place, peuvent également rendre un jeu incroyablement amusant. Notre technologie permet aux éducateurs d'implémenter des dynamiques de jeu dans leur travail. Il est par exemple possible de créer une bataille entre étudiants sur un thème historique ou un quiz d'entraînement pour des professionnels. Voilà donc l'utilisation. Vous voyez que l'utilisation de ces ressources est très variée. Il y a beaucoup de possibilités. Alors bien sûr, chacun peut les utiliser selon ses moyens, selon ses capacités techniques et pédagogiques. Mais on peut dire, pour conclure, que l'évolution des ressources numériques pédagogiques ne cesse d'évoluer. Et n'oublions jamais qu'on n'en fait jamais assez en tant qu'enseignant. Je répète toujours cet exemple. Si vous prenez un chirurgien du XVIIIe siècle et que vous le mettiez dans une salle d'opération au XXIe siècle, il sera incapable de faire quoi que ce soit parce que tout a changé. La technologie, les connaissances, les moyens. Mais si vous prenez un enseignant du XVIIIe siècle et vous le mettez dans une salle de cours, finalement rien n'a changé. Peut-être le tableau qui était noir est devenu blanc, mais sinon les pratiques n'ont pas beaucoup évolué et dans cet atelier vous aurez certainement l'occasion de discuter justement d'un apprentissage orienté vers l'apprenant et non plus vers l'enseignant, ce qui était le cas dans les siècles passés. Merci de votre attention et bonne continuation.